Bonjour à toutes et à tous, à tous les Mpangui, à toutes les sœurs et tous les frères de par le monde. L'honneur est pour moi d'avoir la parole sur la radio Kimuntu, radio de l'école de l'élévation des consciences Kimuntu. Je suis votre Mpangui et Longoki, Polar Colombe. Je remercie pour commencer tous les éléments qui gouvernent la vie et qui nous accompagnent, ainsi que tous les êtres supérieurs pour leur amour et leur protection. Que l'amour et la paix soient avec nous, dans nos cœurs et nos esprits. Je remercie la communauté du Soleil Noir Levant, dont les rayons sont dorés, pour son accueil et son don. Je continue avec vous, et humblement, à aborder le sujet qui est la place originelle de la femme et les mystères du féminin sacré. Depuis quelques semaines maintenant, je vous expose à travers mes expériences un point de vue, un regard de femme. Donc le temps de cette émission, je vous partage mes réflexions qui sont nourries par des rencontres, des expériences, des recherches, des discussions entre les Longoki de l'école Kimuntu qui inspirent nos chroniques. Chaque jour, les questions et les réponses que nous détaillons pour une meilleure compréhension de notre environnement et qui nous enrichit de plus en plus et nous connecte ensemble aussi de plus en plus. J'ai le plaisir de venir à vous pour une rencontre du troisième type, une rencontre d'âme à âme pour ne former plus qu'une âme. Le temps d'un instant, le temps de notre rencontre, le plaisir de partager sur cet espace de liberté qu'est la radio Kimuntu. Je vous remercie pour votre accueil. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vie, celle que nous vivons tous actuellement. Ce sujet m'a été inspiré suite à une discussion intense entre Mpangui et Longoki durant la semaine. Et je voudrais aborder ce thème récurrent qui revient à chaque fois en arrière-fond, à savoir c'est quoi l'âme et c'est quoi l'ego. Je vous en parle beaucoup quand je parle des énergies féminines et des énergies masculines. J'ai souvent parlé de l'ego, qui est notre énergie de par instinct, de bas instinct aussi, qui vient nous secouer quand c'est nécessaire, en nous mettant face à nous-mêmes. J'en ai longuement parlé aussi sous les traits du porteur de lumière que nous sommes, qui est notre âme en nous, qui ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir nous illuminer et nous guider. L'ego est cette énergie masculine qui nous pousse dans la matière, et notre âme, qui est notre énergie féminine, qui nous élève et nous pousse vers la lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Pour connaître la lumière, l'âme doit expérimenter les ténèbres, en se divisant en plusieurs entités dans la matière. L'ego reflète la lumière de l'âme primordiale pour lui apporter l'expérience qu'il désire faire dans la matière. Et chaque âme qui s'incarne a sa propre expérience à faire. L'ego est donc créé à partir de la lumière de notre âme. Le piège est de croire que l'ego est autonome et qu'il obéit à quelqu'un d'autre. C'est l'exemple qu'un Mpangui a donné, Bonza Amani, en comparant l'âme à un océan et l'ego à une gouttelette d'eau. Il est donc absurde de croire que la goutte d'eau est séparée du tout, car c'est l'ensemble des gouttes d'eau qui forment le tout. Et si une goutte d'eau se penserait seule, voilà donc le début des problèmes de l'ego, l'individualité. Et dans le mot individualité, vous avez individu qui renvoie à un être divisible et la dualité qui renvoie à la dualité de chaque chose dans la matière. Ce que nous retrouvons en nous par cette énergie féminine et masculine, homme et femme, le bien et le mal, grand et petit, etc., dans la matière, dans la troisième dimension. Nous allons donc essayer de comprendre ce que représentent l'âme et l'ego dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre matrice de temps. Dans la vie, on est souvent mis
face à différentes voies, différents choix. Comment faire ces choix? Comment savoir quelle voix intérieure nous parle? Apprendre le discernement, comprendre si c'est un choix de notre ego ou la voix de notre âme. On va donc commencer par détecter c'est quoi l'ego, c'est quoi l'âme. Je vais continuer avec cette allégorie du poisson rouge qui vit dans son bocal tranquillement. Ça, c'est nous tous, l'humanité. Ce bocal dans lequel nous vivons est fait de parois qui ne permet pas de voir la réalité telle qu'elle est vraiment puisque nous sommes limités. Par notre corps tout d'abord, en tant qu'être humain, notre environnement direct, ce sont les murs de notre maison par exemple, le bout de notre rue, de notre ville, pays et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas voir la réalité telle qu'elle est vraiment, on a une réalité déformée. Donc le poisson rouge, qui est notre individualité, vit dans ce monde, dans ce petit bocal. Dans le mot individualité, on a dualité. C'est la réalité double dans laquelle l'individu vit. Et cette dualité est composée de deux mondes. Le monde de la réalité et le monde des illusions, qui est le reflet du monde de la réalité. L'individu vit dans l'ego, qui reflète l'âme. L'âme a besoin du corps physique pour pouvoir expérimenter la matière. Donc, l'ego n'est pas à mettre à la poubelle. Pouf, on s'en débarrasse. Non, chez un pingui. Nous sommes des êtres de lumière venus faire l'expérience de la matière en s'incarnant dans la matière. Le corps, qui est notre ego, est le véhicule de notre âme. Et tant qu'on ne comprend pas qui conduit le véhicule, on est comme à la fête foraine, vous savez, dans les autotamponneuses. On va cogner partout. Vous allez foncer dans tout ce que vous voyez, jusqu'à ce que vous maîtrisiez et que vous compreniez comment ça marche. Alors, vous commencez à rouler droit et vous vous amusez puisque vous contrôlez le véhicule. Votre âme prend le contrôle de votre ego, du corps, matière, individu. L'illusion dans la matière, c'est de regarder dans un miroir et croire que le reflet qu'on voit, c'est nous. Mais non, c'est pas nous, c'est juste un reflet. Si je touche le miroir, je touche le miroir. Je ne touche pas l'autre, qui est moi, qui est dans le miroir. Donc, nous ne sommes que le reflet de ce que nous sommes vraiment en nous. Et ce reflet se matérialise dans la matière sous forme d'une forme physique en 3 dimensions. Et donc, tout ce que nous voyons autour de nous, bien évidemment, est un reflet de cette même réalité dont nous sommes issus. Ça fait bizarre peut-être d'entendre cela, si c'est la première fois pour vous, de vous dire que la réalité que vous voyez est une illusion, un reflet d'une réalité intérieure, de l'âme qui s'incarne en individu pour expérimenter la vie, et que chaque chose vient à l'existence via cette même forme d'incarnation, et que chaque expérience vécue par l'âme nous amène à voir les autres expériences que les autres âmes expérimentent. De la souris qui rampe à la planète Terre, à l'arbre qui pousse à côté de vous, c'est une expérience de l'âme. La pierre qui roule, une montagne, c'est une expérience. Jusqu'à notre système solaire et les galaxies autour, ainsi de suite, le mouvement spiralé perpétuel vers l'infini. À notre échelle humaine, nous devons donc saisir que notre ego est le reflet de notre âme, venu faire l'expérimentation de la 3e dimension en s'incarnant dans l'individu que nous sommes. La dualité commence donc ici, en comprenant que la réalité de notre âme se reflète dans la réalité de l'ego. Ça fait beaucoup de reflets, réalité. L'ego ne perçoit donc pas la réalité de l'âme tant qu'il pense vivre dans sa propre réalité. C'est un peu complexe au début. Et après, on saisit très vite quelle est notre part d'ego et quelle est notre âme, et quelle est notre part de l'âme.
L'ego est dans le paraître et l'âme est dans l'être. Vous savez que j'aime beaucoup m'amuser avec les mots. L'ego est dans l'illusion et l'âme est dans la réalité. L'ego, c'est la naissance dans la matière. L'âme, c'est l'essence dans l'être. L'ego, c'est l'incarnation. L'âme, c'est l'éternité. Mais bon, à quel moment alors vit-on vraiment la réalité? À la mort des illusions, bien sûr. Et c'est quand la mort des illusions? C'est à chacun de vivre ses propres expériences qui l'amèneront à comprendre que la vie qu'il pense être réelle est en réalité une illusion et que son âme, à l'intérieur de lui, peut le guider vers la réalité de l'être. Et cela demande une transmutation dans la matière. La mort des illusions se manifeste sous bien des aspects divers, selon l'expérience que nous avons à faire dans la matière. Bien souvent, les transmutations les plus courantes sont la maladie, la dépression, un besoin profond qu'on ressent de vouloir changer de vie ou de carrière. La venue d'un enfant aussi est une véritable transmutation. La perte d'un être proche. Les désillusions amoureuses. Tout événement qui a un retentissement fort qui vous touche au plus profond de vous. Même un excès de joie peut annoncer un moment de réflexion à avoir, un questionnement à savoir comment faire pour vivre en harmonie, comme cet instant de pure joie, de pur bonheur qu'on vient de vivre. Le bonheur est notre chemin et non un but dans la vie. Car le bonheur, en langue des oiseaux, on entend bonne heure, ce qui arrive à la bonne heure, à la bonne heure. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, on va connaître des moments de bonheur. Il est donc important de semer de bonnes graines qui nous permet de récolter au moment venu ce bonheur. Vivre en harmonie avec son environnement, dégager une énergie positive qui émane de votre cœur pour sentir à votre place, pour vous sentir à votre place, être soi-même, s'ouvrir à son âme, le bonheur, comme dit notre Jean-Guy soit dit. C'est le bonheur. Dans l'âme, on a l'énergie féminine créatrice. C'est l'âme sœur, l'observateur. Oui, l'âme sœur, c'est vous-même. C'est la partie divine en vous. Et comme l'ego ne fait que refléter votre monde intérieur, qu'il ne fait que refléter votre monde réel, la réalité, donc l'ego, il va vous donner à rencontrer des gens que vous prendrez comme étant vos âmes sœurs. En réalité, ces personnes ne sont que la partie de vous-même que vous ne voyez pas. C'est votre miroir. Un Pingui de l'école disait « Depuis que je sens que j'ai de l'amour en moi, je rencontre plein de gens qui me donnent et me montrent cet amour. C'est génial !» C'était un Pingui Mokonda Bonza. Oui, les âmes sœurs que vous rencontrez vous renvoient ce que vous êtes. Elles vous montrent votre âme. Elles sont là pour bousculer votre ego. Car quand on pense avoir rencontré son âme sœur, un homme ou une femme, peu importe, il n'y a pas d'obligation de relation amoureuse entre âmes sœurs. L'âme sœur, ça peut être votre meilleure amie. L'âme sœur, c'est la personne que vous reconnaissez être comme étant une partie de vous-même. Et vous vous sentez bien avec cette personne ou ces personnes, parce qu'on peut rencontrer plusieurs âmes sœurs. Vous êtes enfin vous-même face à ces personnes. Vous êtes vrai, vous lâchez prise. C'est normal. Ces personnes sont le reflet de votre âme.
elles sont venues pour vous montrer ce que vous avez en vous, ce potentiel en vous. Et elles sont là aussi pour vous montrer certaines choses que vous ignoriez encore de vous, en positif ou même en négatif. Mais ça a une raison d'être. C'est pour vous amener à voir votre âme. C'est un moment, cher Pingui, je vous assure, qui peut être très exaltant et à la fois très déprimant. Chaque personne étant une partie de toi-même, tu apprends, bien malgré toi, à connaître tes peurs, tes angoisses, tes vices cachés, tes doutes, tes sentiments, tes joies, tes peines, tes objectifs, tes priorités, tes capacités, tes limites, etc., etc. Là où ça devient intéressant, c'est quand on sait qu'on peut attirer à soi tout ce qu'on veut. Quand on quitte la loi d'attraction pour rentrer dans la loi d'abondance. La loi d'attraction, qui se passe dans son corps émotionnel, c'est la possibilité d'attirer à soi les choses qu'on désire. Cela est très bien. Mais comme dans toute chose, il y a une dualité. Attirer les choses qu'on désire signifie aussi qu'on accepte la partie duale de cette même chose. Comme le fait de vouloir absolument un travail, il y a la partie duale qui peut être la contrainte des horaires, les trajets à faire, la rémunération aussi parfois qui n'est pas toujours à la hauteur de ce que vous aviez imaginé. Donc il faut bien réfléchir avant de vouloir attirer les choses à soi. Le faire dans le cœur, en demandant ce qu'on désire, certes, mais être prêt aussi à accueillir les contraintes qui vont avec. Ça ne suffit pas de vouloir absolument avoir une belle femme ou un bel homme dans sa vie. Il faut aussi accepter que cette femme ou cet homme, pardon d'être un peu direct comme ça, qui ne sache pas du tout cuisiner, qui met les pieds sous la table. Ah, vous aviez demandé un bel homme. Vous n'aviez pas demandé qu'il soit cuisinier. Hein. Donc voilà, ça c'est la loi d'attraction. La loi de l'abondance, elle, c'est d'être dans l'instant, dans le présent, vivre la vie en pleine conscience, vibrer l'amour, la bonté, la beauté, la vérité, l'honnêteté, la douceur, la sagesse, être dans la contemplation, être conscient de sa vie et s'envoyer des ondes positives en permanence pour poursuivre son chemin dans l'abondance de toutes choses. Ne rien désirer, juste accueillir à soi et donner sans rien attendre en retour. C'est une période dans laquelle le Monto active ses brins d'ADN quand il est dans la loi d'abondance, grâce à la pleine conscience. Vous voyez tout ce qui vous entoure de manière inconditionnelle. Tout a un sens. Il n'y a pas de hasard. Vous faites un avec le tout. C'est une étape importante car nombreux témoignages de maîtres yogis, par exemple dans les spiritualités hindouistes, appellent ça le nirvana. Et en général, atteindre cet état demande une grande maîtrise de soi et surtout la connexion à son âme. Et partir de là, la mort physique peut subvenir à tout moment, si vous le décidez. Et la porte de l'éternité vous êtes ouverte. Donc, c'est un long processus qui mène à la découverte de la fontaine de jouvence, la vie éternelle, la pierre philosophale des alchimistes. Et une fois que vous avez senti ça, plus rien ne vous touche. La notion de dualité disparaît pour laisser la place à la réalité de son monde intérieur. Alors, on est co-créateur avec les autres âmes. On voit les réalités ou non, tout en étant conscient. On voit les réalités ou pas, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Tout en étant conscient de soi. C'est surtout la conscience de soi qui compte, de son état divin. Tout est parfait et a sa raison d'être. Je vous souhaite à tous de connaître cette étape majeure dans votre parcours initiatique. Revenons à notre poisson dans son bocal, qui est l'individu d'aujourd'hui, la personne qui vit son quotidien.
qui voit un monde et pense qu'il est réel, vient au monde, travaille et meurt, en restant limité par les parois de son bocal, en restant limité par son physique, en pensant que par son ego. Ça, c'est l'humanité telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et de nombreuses personnes vivent dans le métro, boulot, dodo, en pensant que c'est ça la vie. C'est ça la réalité. Vous qui êtes dans ce parcours initiatique, ou pas, mais de toute façon la vie est un parcours initiatique, vous avez déjà pu décerner à travers les lectures, les différentes lectures, les cours, recherches qui se font et qu'on partage à l'école Kimonto, que nous sommes bien loin de la réalité et que tout ce que nous voyons est bien une illusion. L'illusion qui est une énergie masculine, la matière, le corps physique. On pense que tout se résume à travailler, souffrir, vieillir, puis mourir. Alors le poisson, qui tourne dans son bocal, pense qu'au-delà de ce bocal, il n'y a rien d'autre, sans jamais se questionner. Alors il arrive qu'à un moment, l'individu cherche à découvrir autre chose que ce qu'il y a vraiment dans ce bocal. Il fait du développement personnel. Il a des croyances, une religion. Mais la mort est toujours là. L'ego gouverne le monde des illusions. Il est toujours dans la survie. C'est ça l'allégorie du poisson rouge dans son bocal. La personne qui croit être limitée par son ego, qui a peur de la mort. Le mot-clé entre l'ego et la mort et l'âme, c'est la peur. Et la peur, entendez ici le chant de ce mot, la peur, dans la langue des oiseaux, on peut l'entendre comme la peur, du verbe happer. La peur est donc une énergie qui vous happe, qui vous vampirise, comme on dit aujourd'hui, qui vous prend toute votre énergie vitale. La peur nous maintient dans les certitudes, dans la conformité et le conformisme, dans le bien-pensant, pour pas être différent. La peur maintient dans l'illusion d'une société démocratique à deux vitesses qu'on pense être la norme. Alors, vous subissez les lois et les gouvernements escrocs en se disant « il y a pire ailleurs ». L'allégorie du poisson a été appelée ainsi car elle correspond aussi à cette ère du poisson qu'on est en train de quitter pour aller vers l'ère du Verseau. La raison de toute cette peur doit pousser les gens soit à s'accrocher à leurs dernières illusions qui sont les lois, les règles sociales, la famille, le travail, qui sont des institutions en déclin et en perte de vitesse. L'illusion de croire qu'un Dieu créateur, à l'extérieur de nous, viendra nous sauver et qu'il faut vouer toute sa vie à faire des dons à ce Dieu, offrandes, sacrifices, en cherchant des réponses à l'extérieur de soi-même. On crée une cassure avec son âme. On vibre de plus en plus bas dans la matière, alors que l'âme, elle vibre à une haute fréquence, très rapide, qui lui permet de voir les mondes subtils. L'ego nous invite donc à aller visiter sa cave, sa cave sombre et humide, les ténèbres, les bas instincts, ce qui force les gens à l'instinct de survie, de se protéger à tout prix, à payer ses impôts par peur des sanctions, ce qui pousse les gens à avoir un travail, ce qui pousse les gens à vacciner leurs enfants, par peur d'être différents. Petite digression ici avec la vaccination. La vaccination, c'est l'introduction dans votre corps d'un virus pour pousser le corps à faire des anticorps. Au cas où, on ne sait jamais, vous auriez à rencontrer encore une fois de plus sur votre chemin ce petit virus-là. Pour mieux vous expliquer ce qu'on fait à votre enfant quand vous le faites vacciner, je vais en choquer plus d'un en disant ça, mais c'est fait exprès. J'assume. Que vous compreniez bien ce qu'est un vaccin. Imaginez-vous, vous avez une petite fille ou même un petit garçon.
Et vous vous dites, oh, j'espère que mon enfant ne sera jamais violé. Mais par prévention, je vais lui faire un viol préventif. Comme ça, si un jour, elle ou il rencontre un violeur, son corps saura le reconnaître. C'est assez choquant pour vous? Alors imaginez un instant ce petit bébé qui n'a rien demandé à personne, qui vient au monde et à qui on inflige une vaccination. Les vaccins, de toute façon, c'est un scandale tel aujourd'hui que ne pas le savoir est un choix. Évidemment, on en a fait de belles campagnes depuis plus de 60 ans, que sur le continent noir, c'est devenu une arme qui tue en silence. Vous avez les milices et les dictatures qui tuent par les armes à feu, mais vous avez aussi les ONG et les missions humanitaires qui tuent en silence, depuis des décennies. Les vaccins, comme celui contre la polio, a tué des millions de gens sous un nom barbare appelé sida, pas seulement que sur le continent noir, parce qu'il n'y a pas eu que sur le continent noir qu'on a fait la vaccination de la polio. Regardez aux États-Unis les dégâts que ça a fait. Au Canada, pareil. Donc, ça a donné un nom barbare qui est le sida, le syndrome immunodéficience acquise. Des campagnes de prévention gigantesques à coups de milliards par des programmes de santé de l'OMS qui envoyaient des expatriés par milliers pour vacciner les populations du continent pour une maladie fantôme, créée de toutes pièces. Le sida n'existe pas et n'a jamais existé. Les scientifiques sont clairs dessus. Même le prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, qui est celui qui est soi-disant a trouvé le virus, se rétracte lui-même aujourd'hui en admettant que le virus n'a jamais été trouvé et que les vaccins sont la cause d'une déficience immunitaire qui rentre dans plus de 200 virus qu'on rencontre dans les zones tropicales et qui rentrent dans le corps et qui rendent le corps positif à cette déficience programmée. Les vaccins sont faits pour affaiblir le corps, pour provoquer une réaction des anticorps. Mais si vous êtes déjà faible par une mauvaise hygiène ou une sous-alimentation, comme on connaît sur le continent noir, alors il est facile de détecter un syndrome de déficience immunitaire. Donc, tous les Africains sont susceptibles d'être diagnostiqués comme étant positifs au sida, alors que c'est une autre maladie qui n'a rien à voir avec le sida. Pour ma part, le sida signifie un système d'identification destructrice de l'Afrique. Pour englober, au fait, le sida est un peu comme un générique. C'était pour englober toutes les maladies et pour éviter de chercher des médicaments des autres maladies qui touchent réellement la population, comme la malaria par exemple. Le continent noir, The Lost Country, comme l'avait appelé un général de l'armée américaine en mission que j'avais rencontré. Il est venu le temps d'ouvrir les yeux, Pangui. Pas besoin d'aller sur le continent si vous n'êtes pas prêt à y vivre. Mais de là où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose. Soutenir nos Pangui qui sont sur place en leur envoyant du matériel ou des financements pour soutenir l'éducation par exemple. Locale. Éviter les structures gouvernementales. Allez direct chez l'habitant. Poursuivez vos recherches pour pouvoir, à votre tour, les faire bénéficier aux autres sur le continent. Profitez du matériel mis à votre disposition ici en Occident, peu importe où vous êtes, en Chine, au Japon, peu importe, pour créer de nouvelles perspectives d'avenir dans tous les domaines possibles et imaginables. De l'éducation au sport en passant par les sciences, le droit, les arts, etc., tout ce que vous voulez. Tout est bon pour pouvoir être prêt le moment venu, pouvoir faire partager ça à tout le monde. Inspirez-vous de ce qui se fait déjà. On assiste au grand problème du franc CFA en Afrique de l'Ouest.
Et on a l'impression qu'il est impossible de s'en sortir. On vit en zone euro et pourtant alors, on vit ici dans la zone euro, moi je suis dans la zone euro, et pourtant autour de moi, des petits villages, même chez moi, créent des monnaies locales qu'ils utilisent à la place des euros. Et cela fonctionne très bien. Pourquoi ne pas s'inspirer de ça? C'est maintenant, à la lumière du jour, que les gouvernements ne sont pas là pour le bien du citoyen. Alors ce n'est pas grave. Il nous faut créer des structures plus petites, co-gestion à l'échelle humaine d'un quartier pour pouvoir organiser une vie sociale saine. Pas besoin de manifester contre le franc CFA. Enfin, je dis ça, mais c'est un personnel. Mais utiliser cette énergie pour réfléchir comment faire une monnaie alternative viable. Ne plus lutter contre l'industrie du cacao qui tue des milliers de gens, mais réfléchir à une agriculture locale dont les habitants ont besoin. Se réapproprier l'appareil économique, qui est la gestion des biens de la maison, entre guillemets. Ainsi de suite. Le temps est venu d'être un citoyen conscient de sa part de responsabilité dans sa vie et dans celle des autres. Maintenant, il ne faut plus se demander ce que l'État peut faire pour vous, mais sachez ce que vous pouvez faire pour le bon fonctionnement de l'État. Allez-vous continuer à soutenir les banques en demandant des crédits qui vous ruinent et vous asservissent, alors que vous savez que votre caddie au supermarché entretient la famine dans le monde avec les produits manufacturés que vous avez achetés, et que les vêtements bon marché que vous portez en pensant que c'est ça la mode tuent des millions d'enfants dans les usines? Puis pour vous dédouaner de tout ça, vous faites des méditations pour la paix dans le monde. Et vous vous dites un être spirituel. Faux! C'est archi faux. Arrêtez de faire semblant et prenez juste conscience de tout cela. Sortez de votre ego spirituel. Le développement personnel n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il renforce votre caractère pour vous forger une certaine confiance en vous. Donc, votre ego se renforce aussi. L'étape ultime maintenant, après le développement personnel, c'est d'aller à la rencontre de votre âme. Vous êtes prêt à affronter vos peurs. C'est à cela que servent toutes les techniques possibles et imaginables de psychologie, développement personnel, méditation de pleine conscience, psychanalyse, PNL, coaching, analyse transactionnelle, sophrologie, psychothérapie, etc. Je vous ai fait toute la liste de tout ce que j'ai fait. Tout ce qui touche la connaissance cognitive et émotionnelle sont toutes ces choses que chaque personne, une fois dans sa vie, y sera confrontée, pour pouvoir faire face à ses peurs, pour pouvoir, au moment venu, être capable de lâcher prise, de lâcher son ego pour aller vers son âme, quitter son corps matière pour devenir un corps de lumière, être capable de rayonner son aura sur les autres, qui n'est pas l'âme, mais bien son corps émotionnel, un corps de désir. On n'est pas encore totalement dans l'âme, mais on progresse. L'ego spirituel fait encore un peu son effet, car de nombreuses personnes pensent être dans le chemin en allant à la messe tous les jours, tous les dimanches, ou chaque vendredi à la mosquée. Ils continuent à soutenir des œuvres caritatives en pensant bien faire, alors qu'ils participent uniquement à la destruction des autres. Je vais continuer à vous parler de l'âme et de l'ego, évidemment, tout au long de mes chroniques, par le biais de ces énergies féminines et masculines que nous devons comprendre et maîtriser en nous pour pouvoir continuer à s'éveiller, à devenir un être de lumière créateur de sa réalité consciente. Mes chers Pang, il est temps de présenter à ce démon, à ce monde, c'est quoi le monde de la civilisation de Congo-Katiopa? C'est quoi la magie ancestrale? C'est quoi la femme? Mes chers Pang, il est temps de vous connecter à votre âme, qui vous ouvrira l'espace spatio-temporel, qui vous amène
qui vous emmène dans l'univers, vous fera voyager dans le temps grâce au trou de verre. Entendez encore ici le vert, la couleur, pas seulement le phénomène et le trou de verre, qui est le trou de verre en astrophysique, et aussi ce trou de verre qui, sur une autre compréhension métaphysique, cette fois-ci, la couleur verte nous renvoie à la vérité, le vert de l'amour, le chakra du cœur, le Zola. C'est la création, c'est l'énergie spiralée, donc le cœur est le siège de notre énergie spiralée dans la tradition Kongo. La science, une fois de plus, nous prouve que la tradition Kongo a raison. Le cœur est bien une zone qui forme un tourbillon d'énergie invisible, électromagnétique, qui permet de rentrer en interaction avec l'environnement. Et que les battements du cœur, qui est un moteur, sont activés par ce champ d'énergie invisible. Ce sont des informations biomagnétiques et vibratoires par biorésonance. Il y a des études scientifiques très poussées en biorésonance, très très intéressantes, qui sont une voie à explorer si vous aimez les thérapies alternatives. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si un Pingui de l'école veut bien nous apporter ses connaissances. On est là pour apprendre avant tout sur cette plateforme de l'école Kimontu. Le savoir est une arme qui ne tue pas. Elle s'utilise comme une épée, et cette épée peut être mortelle pour celui qui l'utilise à mauvais escient. La connaissance ne s'utilise pas, elle est en nous et elle interagit avec nous. On travaille avec, comme nous disait notre Mpangui Tina. On ne utilise pas les choses, on travaille avec. On doit être en harmonie avec la connaissance. Les maîtres de sagesse sont toujours dans la simplicité et l'harmonie. Ils savent que c'est ainsi que la connaissance se diffuse en nous. Alors le cœur à l'extérieur, c'est un tourbillon, un moteur d'énergie invisible à l'œil nu, qui reçoit les informations de son environnement et de l'univers. Et à l'intérieur du corps, le cœur est un moteur qui reçoit les informations venant du sang, et ces informations sont d'ordre biologique. Les globules blancs et rouges viennent déverser leurs déchets et récupérer l'oxygène qui emmène dans le sang. Le cœur est une pompe mécanique à l'intérieur du corps, une force motrice, c'est l'énergie masculine, et le cœur est un réceptacle qui reçoit les globules pour créer ce mécanisme d'échange, l'énergie féminine créatrice. Tout est double, mes chers Pingui. Nous sommes un être androgyne. Il n'y a qu'à voir notre morphologie déjà, et la plupart de nos organes sont doubles, de jambes, de bras, de yeux, de oreilles, etc. Ce qui est valable même pour les organes qu'on pense seuls. En réalité, ils ont une double fonction. Pour ceux qui sont à l'école Kimontu, c'est un sujet qu'on aborde assez tôt dans le parcours initiatique pour comprendre comment on a perdu beaucoup d'informations quand on parle de l'arbre de vie spiralé à base 12 mathématique et ainsi que la suite mathématique de maths par rapport à la suite de Fibonacci et du nombre d'or 1,618 qui nous montre une suite de chiffres perdant des informations après la virgule, alors qu'un chiffre mathématique se doit de suivre une suite mathématique en relation avec la géométrie sacrée que forme le Nza, le cosmos. Tant que les mathématiques ne seront pas vues sous un angle mathématique, nous continuerons à ignorer ce que nous sommes. La science est un langage de l'univers, au même titre que les arts. Et quand je parle d'art, c'est sous toutes ses formes. Moi j'adore le grand art, c'est l'alchimie. L'alchimie est appelée le grand art. Un alchimiste n'est pas un chimiste, un physicien ou un astronome. Il y en a eu beaucoup qui sont d'éminents scientifiques avant tout, comme le père de la physique moderne, Newton, et même celui de la physique quantique, Max Planck. Albert Einstein lui-même en parlait. L'alchimie est le grand art qui mène à la transmutation, la compréhension et la connaissance des lois du Nza. Les artistes sont souvent les plus grands savants. Le fait de s'ouvrir à sa lumière véritable fait de vous un artisan de la lumière. Vous êtes là pour la faire briller.
Vous êtes là pour honorer la vertu de l'esprit de l'univers. Rappelez-vous, c'était la première loi du Bukongo que je vous avais parlé, première loi de la Mahat, qui vous amène directement à la deuxième loi, qui vous dit de profiter avec gratitude, car l'univers s'offre à vous, véritablement. Et c'est à vous de savoir ce que vous allez faire de ce don du ciel. La vie est un véritable don. Les artistes honorent ce don par la peinture, la musique, l'écriture, qui sont une forme de don, un partage avec les autres. Je me demande souvent ce qu'est une société où tout le monde travaille à être un porteur de lumière pour les autres. Une société dans laquelle le bien-être de tous prime sur tous. Où la vie dans la matière est une étape, un passage, un pas sage. C'est peut-être ça finalement, la vie est un passage dans la matière pour comprendre et connaître la sagesse. La philosophie que les Grecs ont ramenée des temples d'Égypte a été mal comprise, mal interprétée. Ils n'ont pas eu accès à toute la connaissance, donc aujourd'hui on se contente des bribes de Platon, Aristote, Socrate, en pensant que c'est toute la sagesse. Non, mes chers pingui, ne vous limitez pas dans vos réflexions. Allez aussi loin que vous pouvez. Ce n'est pas de la... Là je vais être un peu vulgaire. Ce n'est pas de la branlette intellectuelle, comme on dit. Excusez-moi de l'expression. Mais la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et dans tout acte, dans votre vie, vous devez de faire appel à votre cœur, qui est le siège de l'amour inconditionnel, la lumière de l'âme qui guide vos pas sages. L'amour est sage. Vous avez remarqué que quand vous êtes en relation d'amour, vous êtes calme, l'agitation cesse. On s'enferme à deux pour partager ce moment privilégié. L'amour rend très philosophe, beaucoup de gens. L'amour est cette lumière en soi qui brille. Beaucoup d'hommes se découvrent des talents artistiques admirables. Regardez par exemple par vous-même ce qu'un musicien peut faire pour parler d'amour. Jacques Brel avec sa chanson Ne me quitte pas. C'est un truc de fou. Et l'amour est une énergie féminine matérialisée sous les traits de la femme. Ouh, mesdames, oui, mes sœurs, vous êtes des déesses de l'amour. Ici, Issata, Hathor, Vénus, Aphrodite, tout ce que vous voulez. C'est votre rôle. Les femmes, nous avons le devoir. C'est même pas discutable. Chaque âme qui s'incarne sous les traits physiques d'une femme a pour mission de vibrer l'amour. C'est un don qu'on se doit de partager avec le reste de l'humanité. Et l'homme se doit de protéger cet amour. Il est le serviteur de l'amour. Voilà pourquoi l'incarnation dans la matière est un apprenti sage. On s'incarne selon les choses qu'on doit apprendre. À différents niveaux de conscience, on est un être androgyne et éthérique qui devient un homme de sexe masculin selon les choses qu'il veut expérimenter, et une femme quand on veut expérimenter autre chose. Mais à chaque fois, c'est une étape qu'il faut réussir avant sa mort physique dans la 3e dimension. Il est donc nécessaire d'apprendre assez vite à ouvrir son cœur et faire briller son âme, sinon c'est un éternel recommencement jusqu'à ce qu'on a appris, compris. Je suis allée assez loin dans mon explication quand j'évoque l'aspect poétique des hommes quand ils découvrent l'amour sous les traits d'une femme. C'est fantastique, les plus beaux romans d'amour ont été écrits par des hommes. Les meilleurs films d'amour sont faits par les hommes. Les chansons d'amour, ce sont les hommes qui en parlent le mieux. Les femmes aussi, mais la femme est amour. Et quand l'homme parle d'amour, c'est qu'il a intégré en lui cette énergie féminine. La femme n'a pas besoin d'en parler, elle le vit, elle l'incarne, elle le respire, elle le partage. C'est ça qui
me fait souvent sourire quand les chrétiens disent « Dieu est amour » et pensent qu'on parle d'un Dieu homme, masculin. Et non, mes chers Bang, au risque d'en choquer encore certains, Dieu est une énergie féminine d'Unza. Et Jésus, son fils, est un homme, car l'homme est au service de l'amour. L'homme protège l'amour de Dieu. Une déesse mère que nos ancêtres depuis leur matrice de temps, ils nous ont dit que la déesse mère ici, Isata, Imana, Mukama, c'est une femme qui donne le sein à son fils. Horus, Jésus, Bouddha, etc. Donner le sein est un symbole fort qu'il faut aussi comprendre à un niveau très élevé de conscience que je vous partage ici. Donner le sein signifie que l'enfant se nourrit à la source de toute chose qui existe et le lait est le don que la déesse mère donne à son fils. Comme la voie lactée qui est notre système solaire, c'est un don de la déesse mère. Donc ce qui est en haut se comprend ici-bas. La seule nourriture que l'homme a besoin, c'est le sein de sa mère durant les premières années de sa vie, et de rien d'autre. Nous devons donc travailler main dans la main, Mempangi. La science est là pour nous accompagner dans notre évolution, dans l'Onza, dans le cosmos. La spiritualité est là pour nous apprendre la sagesse du cosmos. Respecter les lois de la Maat et d'Isis, c'est prendre conscience de soi et faire sa part de don aux autres. Exercer le pardon. Mes chers Pangis, c'est important d'exercer le pardon. On ne fait pas exprès de heurter quelqu'un. Souvent cela est dû à notre ignorance. Les gens racistes sont des ignorants, formatés, qui ont peur. Cela est valable pour n'importe qui sur Terre. Quand on ne connaît pas, on a peur, donc on écrase. Dans le règne animal, par exemple, les gens se font mordre d'un animal par peur. L'animal se sent en danger potentiel, il sent le danger potentiel que vous pouvez être pour lui, alors il attaque par instinct de survie. Mais bien souvent, c'est même pas pour vous tuer, c'est juste pour vous faire peur aussi, et voir votre réaction. Et si vous ne réagissez pas, il s'en va. Il comprend que vous n'avez pas peur de lui. Alors il continue sa route, et vous aussi. Mais s'il sent votre crainte, et en plus, s'il sent que vous êtes un cannibale, un carnivore, alors là, son instinct lui dit « c'est lui ou moi », donc il attaque, et vous mord. Les gens les plus souvent mordus par les insectes sont les carnivores. Faites l'expérience. Mettez un mangeur de viande à côté d'un végan et vous verrez qui sera attaqué. C'est très subtil au niveau de la nourriture, car le végétalien, c'est-à-dire végan, se nourrit exclusivement de fruits et légumes, comme le végétarien, sauf que le végan ne mangera plus rien qui provient de l'animal. Plus de lait animal, uniquement des laits végétaux, le lait d'amande, de riz, de noix de coco, et aussi plus de laitage, comme les yaourts, fromages qui sont faits à base de lait de vache. Et aussi pas de miel ni d'œufs. C'est un peu dur au début, je l'admets. Comme toutes les choses au début, elles sont dures, puis après ça devient comme une évidence, une habitude. Maintenant, il s'agit d'un choix personnel, je sais pas, car pour ma part, c'est venu du jour au lendemain, vraiment, comme un appel de l'intérieur. J'étais déjà végétarien depuis un moment. Mes grands-parents qui m'ont élevée l'étaient déjà aussi. Les orgies de chair morte sur les barbecues, c'est pas eux qui m'ont fait connaître ça, c'est venu plus tard. Donc le poulet du dimanche, j'ai connu ça aussi. La cuisine en réalité ne m'a jamais attirée, pas plus que ça. Comme je vous avais confié qu'à 4 ans, je voulais comprendre pourquoi on va aux toilettes.
Et inconsciemment, la nourriture était une étape que je devais franchir dans mon existence. Je l'ai compris sur un plan physique, mais j'y travaille encore pour savoir ce que je dois encore découvrir sur un plan métaphysique, philosophique, dans mon étape, dans ma spiritualité. Notre sœur Mbiku Wamazulu fait son émission sur l'India. C'est génial de découvrir des tas de choses que nous ignorons encore sur la nourriture. Écoutez la radio Kimonto, on partage énormément de belles choses qui nous poussent à la réflexion et à ce besoin qui nous anime tous, écrire notre propre histoire civilisationnelle, salvatrice de cette ère du Tango Diakinatimaza. Et cette histoire, nous l'écrivons et nous devons la vocaliser en Kisono Dia Ntemo Waba Kanka Mu Katiopa dans l'ère du Kinatimasa. Je laisse ce magnifique partage à notre Longi Nswadi et notre Mpangi Kiziza Wamazulu qui vous en parleront en long et en large encore et encore dans les cours évidemment et dans les émissions à venir sur la radio Kimonto. Je vais donc conclure aujourd'hui, comme les autres fois, en évoquant la 4e loi de la Mahat, la 4e loi du Bukongo, qui est la suivante. Je respecte la propriété d'autrui. Ah oui, mes chers Pingui, j'ai cité tout le long de ma chronique, de mon émission de ce soir, différentes personnes, histoires, personnages, fictifs ou non, pour vous dire qu'il est important de respecter les choses qu'on découvre. Elles appartiennent aussi à d'autres que nous. Ma liberté commence où s'arrête celle des autres signifie qu'avant nous, des femmes et des hommes nous ont donné leur vision de la liberté, de la vie, d'Unza. Aujourd'hui, à notre tour, nous en donnons notre vision. Nous nous inspirons d'eux par moments. Alors soyons respectueux envers leur vision. Qu'on soit d'accord ou non, cela importe peu. La reconnaissance est importante. Nous commençons tous par là. Nombreux sont ceux qui se sont engagés dans le panafricanisme après avoir découvert les travaux de Cheikh Anta Diop, pour ne citer que lui. Il y a des choses, des situations, des livres, des tableaux, des mots qui changent tout dans une vie, qui vous font prendre un chemin, une direction inattendue. Ayez toujours en vous cette gratitude et ce respect des choses, car c'est la voix de l'âme. Cela est valable dans votre vie quotidienne, dans votre maison. Le but n'est pas la possession, l'accumulation des choses, sinon on finit par ne plus savoir quelle est la valeur des choses. Un proverbe en Kirundi dit « Duke tkuiza ». Duke tkuiza signifie « peu et joli ». Vaut mieux avoir peu de choses qui ont beaucoup de valeur à vos yeux que d'accumuler des choses qui ne valent rien. À quoi bon posséder, je parle aux femmes, les hommes vont adorer, à quoi bon posséder 100 paires de chaussures que vous avez achetées 5 € la paire, alors que vous avez que 2 pieds et que vous connaissez la valeur de vos pieds et que vous devriez plutôt porter une bonne paire de chaussures qui peut-être va vous coûter 100 € ou 100 $, qui respecte vos pieds et le confort de votre corps. Il vaut mieux en avoir 5 que 100. À quoi bon accumuler les diplômes si vous êtes incapable de travailler avec votre intelligence pour créer votre propre chemin? Pourquoi manger 5 fois par jour de la viande alors qu'une seule fois suffit? Et encore, vous savez ce que je pense de la viande. Mais bon, ce n'est plus le sujet. Ceci est valable en tout, cher Pingui. Faire preuve d'humilité s'accompagne d'une grande maîtrise de soi. La possession vous dépossède de ce que vous êtes. Vouloir briller
comme le soleil dans la nuit, demande la sagesse de la lune. Savoir respecter ceux qui vous ont précédé, ce qui vous a permis d'éclairer vos idées, vos inspirations, le savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être sont des valeurs indispensables à la bonne marche d'une société qui avance en mouvement spiralé par le cœur. Chacun y a sa place, les aînés comme les cadets. On n'a pas à rougir de notre travail chez Impingui. Beaucoup se donnent un mal fou pour pouvoir partager avec nous tous leur savoir. Et tout ceci nous mène à la connaissance de la lumière primordiale d'Unza. Soyons donc des montres de valeurs, avec des valeurs communes et universelles. Nous nous devons d'être une valeur rajoutée. C'est d'ailleurs une parole de sagesse qu'on retrouve dans le Kikongo. La 4e loi du Bukongo, de Maat, nous dit donc « Je respecte la propriété d'autrui. Je me dois de respecter l'héritage de mes ancêtres, de ma tradition, qu'on m'a laissé. Je ne dois pas répéter bêtement les enseignements, mais plutôt les comprendre et les appliquer à mon tour, dans mon présent, en y ajoutant ce que je suis pour que le mouvement se perpétue. Respecter la propriété d'autrui est donc valable dans toute chose et peut être la synthèse des 10 commandements qu'on retrouve dans la Bible. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère, etc. Les 10 commandements sont la version d'Issefet. Et comme vous savez, Issefet aime quand on lui obéit aussi, comme Maat. Et si vous faites le contraire d'Issefet, il se fâche et vous payez de votre personne. Convoiter l'homme ou la femme d'autrui vous amène à avoir des alliances négatives de bas astral. Ce sont vos bas instincts que vous activez. Vouloir absolument la même voiture que votre voisin active en vous vos bas instincts, la jalousie, la convoitise, la haine, etc. Mes chers Impingui, nous ne sommes pas des humains avec une âme, non. On est plus que ça. Nous sommes des âmes qui s'incarnent dans la matière pour y vivre une expérience. Et nous avons tous notre expérience à vivre. Convoiter la vie de l'autre, c'est refuser à son âme de vivre pleinement sa propre expérience. On se ferme à sa propre lumière. Convoiter la vie des autres attire à vous des énergies dont vous n'aviez pas besoin. Par peur de pas besoin dans votre propre incarnation. Et comme votre âme n'y était pas préparée d'accueillir toutes ces énergies de bas instinct, comme votre âme n'était pas préparée, alors vous subissez des attaques, dit ces fêtes, des yashita comme on les appelle aujourd'hui dans l'école Kimondo. On n'est pas venu s'incarner pour souffrir, mes chers Impingui. Chaque personne qui souffre est une personne qui refuse à son âme de l'éclairer. Vous allez me dire que c'est facile à dire au regard de la souffrance qu'il y a dans le monde. Et je vous dis oui, cette souffrance est la preuve d'un manque de valeur collective aussi. Collectif. D'une énergie de base astrale collective. Les bas instincts de l'humain qui s'expriment et nous montrent la misère, les guerres, les famines, l'argent, la décadence, la déchéance de l'humain, incapable de se prendre en main, qui refuse de prendre sa responsabilité, de donner sa part, d'ajouter de la valeur. Souvenez-vous de ma parole, de la parabole que j'avais faite il y a longtemps avec le petit colibri, de faire sa part, de donner sa part. Si tu veux voir le monde changer, commence par te changer toi-même. Évoluer, avoir des valeurs, être une femme et un homme responsables de soi-même d'abord. Ainsi, tu n'auras plus à lutter contre des forces obscures, puisque la lumière jaillira de toi naturellement. C'est aussi simple que ça, la maîtrise de son ego.
La maîtrise d'Issefet et des Yashita, c'est savoir être, savoir faire, savoir vivre. Permettre à son âme de nous guider, faire ressortir la lumière en nous. J'aime beaucoup l'image qui circule sur le net où on voit un œuf qui se brise et l'image dit si vous cassez l'œuf de l'extérieur, alors vous arrêtez son mouvement et si vous le laissez se casser de l'intérieur, alors la lumière jaillit, la vie en sort, c'est l'âme. Le nid que font les oiseaux nous envoie bien à la compréhension de l'univers. C'est en rassemblant tous les petits morceaux de paille qu'il va fabriquer le nid pour accueillir l'œuf qui contient déjà en lui le tout. La déesse Nut, la voûte céleste, le nid qui recouvre le diki, l'œuf qui contient déjà en lui Atum, le battement du cœur du Nitu. L'ovule de la femme contient déjà toutes les informations du Muntu, la conscience divine de Nut. Une femme mature de corps et d'esprit est donc capable d'enfanter en attirant à elle, par son cœur, via le vortex du nombril, je vous en avais parlé la semaine dernière, un être de lumière. Et l'homme qui possède aussi un appareil génital, à l'image de celle de la femme, mais projeté à l'extérieur du corps. L'homme a des bourses qui contiennent aussi un liquide qui fabrique le sperme. Je fais un postulat aussi encore. Je vais faire un autre postulat ici, qui va en étonner plus d'un. À commencer par notre Longhi. Qui va en étonner plus, j'ose le dire. Le spermatozoïde, ce sont des neurones venant de l'appareil digestif, car on sait aujourd'hui qu'il y a des neurones dans l'appareil digestif. Et d'ailleurs, les premiers neurones qui se forment dans la vie du fœtus se forment à partir de ce cordon ombilical que nous retrouvons au niveau du nombril, qui va créer cet être. Donc l'appareil digestif se crée à ce moment-là aussi. Et donc les premières neurones, on les retrouve dans l'appareil digestif. La femme en sécrète aussi beaucoup. C'est ce qui permet la lubrification du vagin. Et ces neurones rentrent en communication lors des rapports sexuels. Faire l'amour est un langage de corps à corps. Et les affinités dans le sexe sont importantes. Faire l'amour à un homme qu'on ne désire pas entraîne une sécheresse vaginale qui ne facilite pas le rapport sexuel. Du fait de leur organe interne, la femme a besoin de sentir l'homme en elle. Ce sont les sensations qu'elle ressent dans la communication des deux corps qui l'amènera à la jouissance. L'homme ayant les organes à l'extérieur, les organes sexuels à l'extérieur de lui, ça sera ce qu'il voit qui l'amènera à la jouissance. L'homme a besoin de voir ce qu'il fait pour avoir du plaisir, alors que la femme, elle, préfère ressentir en elle ce que ça fait pour avoir du plaisir. L'homme est visuel, la femme est sensuelle. Un conseil, mesdames, si vous voulez que vos rapports sexuels durent, alors gardez toujours un peu de luminosité dans la pièce. Ça excite l'œil de votre homme. Et plus vous avez du plaisir, plus il en aura aussi et vous en donnera. C'est un langage de corps à corps qui se passe sur un plan subtil aussi. Le sperme de l'homme étant des neurones en mouvement, l'homme cherche le corps à corps pour communiquer. Là, il y avait un peu d'esprit dans le communiquer. L'homme cherche le corps à corps pour partager avec sa partenaire des idées. Les idées passent par là aussi. Les troubles sexuels chez l'homme sont aussi liés à cela.
Les pervers sexuels sont souvent des gens qui sont frustrés dans le langage. Et souvenez-vous, je vous avais dit que le langage est lié au chakra-gorge, un chakra d'énergie féminine. Un pervers sexuel cherchera à communiquer avec la femme d'une manière brutale, par le fait qu'il est incapable de maîtriser cette frustration. Le pouvoir de la sexualité est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'était une petite digression, comme à mon habitude, mais le postulat que je fais ici est simple. Les spermatozoïdes, comme les pertes blanches, sont des neurones en attente de connexion synaptique. Les gens qui m'écoutent et qui me connaissent vont bien rire. Notre langue est aussi. Car je suis celle qui aime bien couper les choses en 4 pour comprendre tout. J'intellectualise même l'acte sexuel, car pour moi, le hasard n'existe pas et tout a un sens et tout est parfait. Et le comprendre, c'est laisser la lumière en nous nous éclairer et pouvoir saisir pourquoi la spiritualité est importante, même dans l'acte de création. Et j'exprime ici toute ma gratitude à tous ceux qui nous ont précédés, toute cette belle tradition de Katiopa qu'on redécouvre grâce aux fouilles archéologiques, aux historiens, aux anthropologues, à la science, à l'art, qui est pour moi la synthèse de toutes les connaissances. On appelle l'alchimie le grand art, encore une fois. Je respecte donc la propriété de chaque femme et homme de Katiopa et du monde entier, et même au-delà, de nous faire don de temps de sagesse et d'amour, de nous permettre de travailler à partir de leur lumière à notre lumière à nous, afin de laisser à notre tour cette belle lumière à nos enfants. Ben voilà, mes chers pingui, c'est tout pour moi aujourd'hui. Que vous dire ? C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité à la Radio Kimoto, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, me dit-on. Je suis heureuse de partager avec vous mes réflexions, mes inspirations, les idées que j'accompagne toujours, comme vous savez, d'une pensée et d'une intention créatrice, d'un mouvement inspiré et inspirant pour un monde meilleur. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine pour ceux qui nous suivent durant les rediffusions pendant la semaine. Continuez à vous libérer de vos énergies négatives. Ouvrez vos cœurs. Allez à la rencontre des autres, car c'est en multipliant les énergies que nous créerons notre futur. L'amour est la seule énergie qui se multiplie quand on la divise. Merci beaucoup. C'est votre Mpangi, Polar Colombe. À bientôt. Et aujourd'hui, on va finir un peu avec une musique un peu entraînante. Je vais vous montrer mon côté énergie masculine. Voilà, ça sera à Saint-Germain. Sure Think. Merci, à bientôt.